Bien, bonsoir. Je sais qu'il y a match ce soir à la GIA et que vous êtes tous très pressés de partir. Néanmoins, vous allez me subir pendant une petite trentaine de minutes. Donc on va démarrer. Certains arriveront pendant le discours. Bien, monsieur le sénateur Jean-Baptiste Lemoine, monsieur le représentant de la commune d'Auxerre et de la communauté de communes, messieurs et madame les maires présents, messieurs et madame les présidents présents de l'UMM, du MEDEF, de Domanis, de l'Office auxerrois, mesdames et messieurs les directeurs du CFA, de la CCI, de la Banque de France, de l'Homme Développement et autres partenaires, mesdames, messieurs, mes collègues et chers amis. Nous sommes en mars 1933, lors de l'Assemblée générale. M. Martineau s'adresse ainsi aux entrepreneurs. À l'heure actuelle, la situation générale n'est guère brillante. À la vérité, la crise n'a pas des causes purement économiques, et cela tient surtout à la grande instabilité de la situation politique, qui est la plus importante de celles qui conditionnent la situation générale des affaires. Notre barque a besoin d'être mieux dirigée pour endiguer le flot montant des impôts. À cet effet, le groupe des chambres syndicales du bâtiment, groupant 30 chambres syndicales représentant plus de 6000 membres, a récemment attiré l'attention de nos parlementaires en émettant des vœux réclamant une équitable répartition des charges fiscales, la réorganisation administrative, la déflation budgétaire, le plus d'économies possible, et enfin un programme précis de travaux pour l'avenir. Vous me direz que ces vœux ajoutés aux précédents ou aux semblables des autres corporations iront remplir le panier des oublis. Peut-être pas, car vous constaterez avec moi qu'il y a une légère amélioration dans nos moyens de défense. À l'heure actuelle, tout le monde se remue, chacun est là de travailler sans cesse pour le seul but de payer ses impôts. Aussi, il nous faut nous solidariser avec tous les organismes du bâtiment. Nous ne devons pas oublier que c'est nous qui payons et qu'à cet effet, nous avons le droit de réclamer des comptes. Ainsi, messieurs, comme chacun sait que lorsque le bâtiment va, tout va, demeurons groupés, sentons-nous les coudes, faisons adhérer à notre chambre tous nos collègues entrepreneurs, et notre voix plus forte aura plus de chances d'être favorablement entendue. Nous ne voulons pas de passe-droit, nous voulons l'égalité. Au congrès central de la Fédération en 1934, M. Lassalle, président de la Fédération nationale du bâtiment, s'adresse au ministre des Travaux publics. Monsieur le ministre, vous avez devant vous aujourd'hui des entrepreneurs, non pas ces gros entrepreneurs de travaux publics qui font des ponts, des routes et des tunnels, mais des entrepreneurs du bâtiment. Il y en a des petits, il y en a des gros, il y en a des moyens, et nous vivons tous du bâtiment. Nous en vivons modestement, mais avec une certaine fierté, parce que nous avons la sensation que nous sommes chargés d'accroître et de conserver cette sorte de patrimoine immobilier qui fait certainement la richesse et la parure de notre pays. Ces gens que vous avez devant vous, je n'ose pas dire qu'ils sont inquiets, ils sont tout de même angoissés. Nous vivons ou d'entretien ou de construction neuve. L'entretien, les propriétaires qu'ils appellent propriétaires privés, publics ou État, ont une tendance très sensible à réduire les crédits. Le robinet qui alimente leur portefeuille coule moins vite que celui qui les vide. Les constructions neuves, c'est autre chose. Nous avons vécu jusqu'à présent dans cette idée qui est exacte, que tous les Français avaient la maladie de la pierre. Dans le cœur de chaque Français sommeille un propriétaire en gestation. Malheureusement, ce sommeil en ce moment est léthargique. Et dans certaines régions, il se rapproche même de la mort. Nous voilà donc dans une situation, je vous le répète, un peu troublante, et connaissant les causes, il faut évidemment trouver les remèdes. Je crois que lorsqu'on va au fond des choses, lorsqu'on les regarde de plus près, on s'aperçoit que tous ces remèdes sont conditionnés par quelque chose de très banal, qui s'appellerait simplement le retour à la confiance, la quiétude, la sécurité, et surtout cette tranquillité d'esprit, sans laquelle le Français ne peut pas être heureux. Ces mots, si criants d'actualité, ont été prononcés il y a maintenant 83 ans, en pleine crise économique, quelques années avant l'ouverture d'un conflit mondial qui déchira l'Europe et mit la France en défaut en quelques semaines.
L'histoire se répète-t-elle? Est-ce un cycle immuable et inévitable? Est-ce le fait que les peuples n'apprennent peu de leur histoire et reproduisent les mêmes erreurs qui conduisent aux mêmes effets? Quoi qu'il en soit, les entreprises qui elles seules produisent la richesse et créent l'emploi, quel que soit le climat économique, politique et institutionnel, doivent se battre pour survivre, garder le cap et continuer à investir, à imaginer le futur de leur profession pour sauvegarder leur outil de travail, nourrir leurs salariés et faire avancer la France. Ainsi, comme vous l'avez entendu, il y a longtemps déjà, les hommes de métier comme nous se sont rassemblés pour unir leurs forces, afin de porter leurs paroles et leurs préoccupations au plus près des acteurs économiques et politiques. Notre cher syndicat patronal dans Lyon aura donc bientôt 132 ans. En effet, le 6 mars 1884, le préfet M. Forêt et son secrétaire général M. Bienvenu Martin approuvaient les statuts de la Chambre syndicale des maîtres ouvriers de la ville et de l'arrondissement d'Auxerre. Notre syndicat était né, il changera de nom quelques années plus tard, à la naissance sur le plan national de la Fédération française du bâtiment en 1904. En son 32 ans, il y eut dans Lyon 15 présidents, ou plus exactement 14 présidents et une présidente. Certains firent un mandat très bref, de moins d'un an. D'autres, par contre, cumulèrent jusqu'à 25 années consécutives de mandat. Je peux vous en citer quelques-uns, émérites, qui rappelleront des souvenirs aux plus anciens d'entre nous. Il y eut M. Harry Rémy, de 1973 à 1980, puis M. Niel, Aimé, de 80 à 91, Jean-Claude Paris, de 91 à 99, et enfin mon cher Étienne Cano, de 99 à 2008, qui depuis 8 ans maintenant m'a confié la lourde mais passionnante mission de lui succéder. Je me suis plongée ainsi dans les archives détenues par votre fédération, qui par ailleurs mériterait un classement et une mise en valeur, et je me suis délectée des lectures des comptes rendus de l'Assemblée. Le temps où on prenait le temps d'écrire à la plume, en lettres liées, puis à la machine à écrire chaque décision, chaque réflexion, chaque réunion. La vie n'est finalement qu'un éternel recommencement, tant les thèmes restent invariablement les mêmes, d'une époque à une autre. Je n'ai plus que sourire, ou peut-être pleurer, aux différents mots évoqués que sont le chômage, les prix justes, la concurrence déloyale, la crise, les dépenses publiques et les charges. Tout cela m'amène à vous dérouler maintenant notre actualité, dans le même ton, entre exaspération et espoir. Quelques chiffres d'abord, pour illustrer cette période tourmentée que nous traversons depuis 2010 et qui n'en finit pas de durer, alors que les premiers soubresauts d'une éventuelle reprise d'activité pourraient se faire sentir, nous sommes malheureusement, pour certains d'entre nous, à bout de souffle après cette année de lutte. Et c'est l'heure de l'addition pour certaines entreprises qui n'ont eu d'autre solution que de déposer le bilan. Et nous comptons malheureusement chaque mois nos collègues et leurs compagnons qui se retrouvent sans emploi, avec des conséquences financières et sociales très difficiles. Sur la base consolidée des données auprès de la Caisse de congés payés, organisme historiquement partenaire de la FFB et créé par la profession en 1936, Lyon a perdu depuis 5 ans 1213 salariés, soit près de 20% de son effectif, passant de 6215 à 5002 emplois. Cela se traduit tristement par une accélération des dossiers au sein des tribunaux de commerce, avec pour Lyon, entre avril et décembre 2015, soit seulement 8 mois, 31 entreprises en liquidation judiciaire pour 90 salariés et 5 entreprises en redressement judiciaire pour 35 salariés. En 5 ans, Lyon aura perdu 184 entreprises déclarées aux caisses de congés, soit 15,7% de sa population de 2010. Pour la Fédération de Lyon, nous comptabilisons au 31 décembre 300 entreprises adhérentes pour un effectif de 2000 salariés, avec pour cette année 33 entreprises et 93 salariés recrutés, contre 10 entreprises et 47 salariés perdus. Notre politique de développement et de fidélisation a plus que jamais son utilité pour maintenir nos cotisations, dont je vous rappelle qu'elles sont l'unique source de financement de votre syndicat.
En effet, comme j'aime à le rappeler régulièrement, nous sommes le seul syndicat en France, toute corporation salariale et patronale confondue, à pouvoir revendiquer notre indépendance totale face au pouvoir public. Nous ne touchons aucune subvention, directe ou indirecte, et ne vivons que de la contribution volontaire de l'entreprise qu'il faut séduire et honorer. À l'inverse d'autres qui ont défendu la ponction de 0,15% sur les salaires de leurs compagnons pour financer un pseudo-dialogue social réglementé, la Fédération française du bâtiment ne perçoit pas cette contribution et refuse de vendre ainsi son indépendance. Notre force est là, notre légitimité est là. Nous sommes une organisation patronale puissante et reconnue, sur laquelle il faut compter et avec laquelle il faut dialoguer sans embâge. La représentativité, voilà bien l'enjeu de ces prochains mois pour continuer à se faire entendre auprès des pouvoirs publics. L'heure est à compter nos membres pour contrer certains opposants qui ne reconnaîtraient pas l'existence d'une corporation ou d'une autre selon les enjeux. C'est dans cet esprit qu'en décembre 2015, l'UCI-FFB, la FFB et l'UMF ont approuvé leur rapprochement. Depuis le 1er janvier 2016, la nouvelle union née de ce rapprochement s'intitule désormais les constructeurs et aménageurs de la FFB, ou encore LCA-FFB, avec l'ambition de devenir l'une des premières organisations représentatives de l'immobilier neuf en France, autour de 3 métiers: les constructeurs de maisons individuelles, les promoteurs immobiliers et les aménageurs immobiliers. Cette nouvelle entité représentera 1250 entreprises supplémentaires à travers tout le territoire. Nouveau syndicat affilié à la FFB, il viendra enrichir et renforcer notre représentativité. Un autre rapprochement est en cours de concrétisation dans la suite logique du nouveau découpage territorial. C'est celui de la nouvelle fédération régionale de la Bourgogne-Franche-Comté. Après des travaux entamés en octobre 2015, après moult discussions, la fusion de la Fédération régionale de Bourgogne et celle de Franche-Comté va bel et bien avoir lieu. Les débats ont été animés, tant les égos mesurés de chacun de nos présidents départementaux, auxquels je m'associe bien sûr, ont donné lieu à quelques passes d'armes sympathiques, toujours chaleureuses, car il est parfois compliqué de renoncer à ses habitudes et d'accepter celles des autres. Cette grande région représente désormais 2400 entrepreneurs adhérents pour 26 200 salariés. Le nombre d'apprentis dans le BTP sera, lui, de 2195. Nous avons signé les statuts ce mardi 19 janvier dernier. Il nous reste bien sûr le traité de fusion à rédiger et signer d'ici l'été, si tout se passe bien. Quoi qu'il arrive, une chose est sûre, nous trouverons toujours un moyen de réconciliation autour de la table, tant les plaisirs gustatifs sont partagés dans les deux régions. Rien ne changera pour les adhérents que nous sommes, car votre interlocuteur restera le département. Mais les compétences économiques étant depuis la mise en application de la loi NOTRe presque exclusivement à la nouvelle région, il était important de rapidement nous regrouper et nommer nos représentants chargés de rencontrer la nouvelle équipe pour se faire connaître et reconnaître. Il faut garantir et flécher la répartition juste et dynamique des financements régionaux dont notre profession a besoin. Va-t-on le faire tant qu'il est chaud, et rappelons aux élus que nous représentons un plan de l'économie fondamentale. Dans les projections de 2016, il est à noter également dans vos tablettes l'échéance des prochaines élections régionales aux chambres de métiers de l'artisanat, qui se tiendront en octobre 2016. La campagne devrait être lancée courant février, sous l'égide d'Artisans Notre Avenir. Les fédérations, accompagnées de la CGPME et du CNPA, devront se mettre en ordre de marche pour convaincre, rassembler et identifier leurs représentants, afin de reprendre la main sur les chambres de métiers et de gagner la place que méritent nos adhérents. Puisqu'il y a parfois de bonnes nouvelles, je peux également vous confirmer que la FFB, qui plaidait depuis plusieurs années auprès du ministère du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité, a été enfin entendue, puisqu'est sorti le 6 janvier dernier un décret pérennisant la durée de validité des autorisations d'urbanisme à 3 ans au lieu de 2. Ce délai pouvant être prorogé d'un an, non plus une fois mais 2 fois. Cette mesure permettra
de limiter la caducité des permis accordés, mais retardés en raison de la conjoncture économique, et d'éviter à nos clients une nouvelle demande de permis, une nouvelle instruction, un nouvel affichage et surtout un éventuel purge des recours. Cette mesure positive permettra peut-être parmi d'autres à participer à une amélioration de l'activité, car malheureusement, le bilan de l'année 2015 reste bien sombre, avec au niveau national, à nouveau un recul en volume de 3% par rapport à 2014, entraînant la destruction d'environ 30 000 emplois en France. C'est finalement près de 135 000 emplois sacrifiés depuis 2010. On peut le dire dans un silence assourdissant, presque dans la différence générale. Et si 2016 semble présenter l'amorce d'une reprise de 0,9%, du fait de l'amélioration du logement neuf, l'emploi, lui, ne redémarrera pas avant la fin de l'année. Nous nous inscrivons donc dans la 7e année de repli de la production depuis l'entrée dans la grande récession de 2007-2008. Et il faudra faire preuve, mes chers collègues, d'une grande polyvalence, d'une grande capacité d'adaptation et d'une gestion très stricte pour survivre aux 12 prochains mois. J'ai entendu vos craintes lors de nos rencontres et vos angoisses de vos carnets de commandes très réduits, sauf pour certaines niches géographiques ou certains métiers, de vos situations financières très douloureuses, de votre incapacité à investir et préparer l'avenir, et de votre manque de visibilité. Car au-delà des espérances nationales, notre situation géographique, ne nous plaçant pas en zone dite tendue, il ne faudra pas attendre trop de solutions du côté du logement neuf. Et il faudra rester polyvalent et performant pour se mobiliser sur les marchés porteurs, comme les travaux de rénovation énergétique, les travaux de mise en accessibilité, les travaux liés à la démolition ou à la déconstruction autour de l'amiante, les travaux de rénovation urbaine. Je vous invite toutes et tous à vous rapprocher de votre fédération pour vous former et venir grossir les rangs d'entreprises qualifiées, reconnues RGE, dans la mesure où la loi de finances 2016 a confirmé les dispositifs CITE pour le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Prorogée jusqu'à la fin 2016 pour l'instant, la loi a cependant apporté de nouvelles exigences, notamment administratives, en termes de mentions spécifiques sur vos factures. Je vous invite à vous rapprocher de votre fédération pour obtenir toutes les informations et garantir à vos clients le paiement et l'obtention du CITE. Concernant les dispositions du Code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments collectifs et des maisons individuelles neuves, de nouvelles mesures de simplification issues du plan de relance de la construction sont également applicables pour tous les projets de bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est postérieure au 28 décembre 2015. Ces simplifications, qui reprennent une grande partie des préconisations de la FFB, ouvrent la voie à davantage de travaux dérogatoires aux règles d'accessibilité, permettant de libérer un marché potentiellement très porteur, mais trop souvent empêché par des surcoûts. Cependant, il faudra faire attention au recours, car les associations handicapées prévoient d'attaquer des textes. Après la satisfaction des quelques mesures positives obtenues non sans batailler, je manquerai à tous mes devoirs et surtout à mon tempérament si je ne prenais pas le temps de déplorer les égarements de certains de nos élus, qui semblent encore et toujours déconnectés de notre réalité quotidienne. En effet, le dernier plan de relance dévoilé par le gouvernement pour déverrouiller le marché du travail, adapter les compétences aux besoins et au final favoriser l'embauche et l'emploi peut sembler ambitieux, à condition que les engagements pris présentent une certaine cohérence. Alors que l'amorce d'une reprise se fait à peine sentir, après avoir perdu plus de 135 000 salariés depuis 2008, toutes les mesures visant à donner confiance aux artisans et aux chefs d'entreprise et à relancer le dynamisme de la formation et de l'emploi sont nécessaires et bienvenues. Cependant, elles n'auront de réels effets sur l'emploi qu'aux seules conditions d'être d'une part simples à mettre en œuvre, d'autre part de s'inscrire dans une démarche durable et cohérente en ne permettant pas la concurrence déloyale des auto-entrepreneurs, ni même la fraude au travail détaché. Car à quoi bon vouloir former des chômeurs et laisser dans le même temps
la faute aux travailleurs détachés gangréné l'activité de ce pays. Plus de 212 000 salariés ont été déclarés détachés en France en 2013, soit 25% de plus qu'en 2012, plus de 230 000 en 2014 selon la Commission nationale de lutte contre le travail illégal, et pour 2015, il a été estimé à près de 300 000 salariés détachés illégalement en France. Le BTP reste le premier secteur en nombre de salariés détachés et connaît une forte croissance avec près de 40% des travailleurs sur nos chantiers. Ils viennent majoritairement de Pologne, puis du Portugal et de Roumanie. La concurrence déloyale engendrée par ces travailleurs low cost ne devrait pas s'atténuer tant les conditions tarifaires de certains chantiers restent indécentes. Les pratiques de certains donneurs d'ordre qui veulent construire toujours plus vite, plus performant et plus grand, à moindre coût, et qui ferment les yeux sur les conditions de travail qui s'apparentent à de l'esclavagisme, sont coupables de signer des offres anormalement basses et de laisser le travail irrégulier se développer sur leurs ouvrages. Et bien que, grâce à l'action de la Fédération, ces maîtres d'ouvrage soient dorénavant condamnables aux yeux de la loi en cas de fraude, il y a encore beaucoup trop de marchés, notamment publics, où ces travailleurs sont préférés à nos salariés. Et ce n'est pas le chantier de la COP 21 qui nous donnera tort. Il montre encore que derrière les vœux pieux de nos dirigeants, l'intérêt économique du prix cassé reste le choix majoritaire. Comment pouvons-nous lutter contre l'afflux massif de cette population peu qualifiée que représente également le flot des réfugiés politiques et économiques dernièrement entrés sur le territoire et qui va s'accroître dans les prochains mois? Alors que nous savons pertinemment qu'ils seront employés majoritairement sur les professions manuelles comme le BTP, la restauration, l'agriculture et l'industrie de rendement. Quel avenir pour nos salariés dans ces conditions? À quoi bon prétendre défendre l'emploi en France en le taxant toujours davantage et en l'obligeant à une mise en concurrence absurde avec une main-d'œuvre à bas coût? Autre promesse difficile à tenir, celle de développer l'apprentissage et la professionnalisation des jeunes en entreprise, tout en élargissant dans le même temps le statut de l'auto-entreprise et en libérant l'obligation de qualification pour s'installer. Alors que nous bataillons depuis sa création contre les effets pervers de ce statut, totalement inadapté à nos professions, requérant un niveau de qualification et de garantie de plus en plus élevé, voilà que le ministre de l'Économie affiche sa volonté d'assouplir le régime de l'auto-entrepreneur. Pourquoi détricoter la loi Pinel de 2014 qui avait enfin commencé à rééquilibrer les obligations auxquelles sont soumis les artisans et les auto-entrepreneurs? Quel mauvais signal pour la confiance des artisans et des TPE. Après avoir annoncé la remise en cause de la qualification dans le cadre du projet de la loi Monnet, les nouvelles pistes proposées par Bercy de suppression du stage de préinstallation et de l'augmentation du seuil de chiffre d'affaires n'auront pour seule conséquence que l'augmentation de la concurrence déloyale, le développement du travail illégal et au final une augmentation du chômage contraire aux objectifs annoncés. Incompréhensible pour nous, comment peut-on en arriver à des aberrations pareilles? Faut-il leur expliquer qu'ils se tirent une balle dans le pied et que pour nous, ils sonnent le glas de la faillite? Le nous, ce sont tous les artisans et également tous les TPE et PME qui constituent la majeure partie des entreprises françaises. Nous sommes 80% ici concernés directement par cette concurrence que nous croisons sur tous nos chantiers, avec des entreprises qui ont préféré licencier leur main-d'œuvre propre pour sous-traiter des prestations 25% moins chères. Les arguments avancés par le ministère pour justifier ces mesures ne tiennent pas compte de la réalité, puisque le secteur a connu une croissance continue de la création de petites entreprises depuis 1996. Par ailleurs, pourquoi augmenter le seuil de chiffre d'affaires de notre entrepreneur à 80 000 € alors que ces derniers déclarent en moyenne aujourd'hui dans le bâtiment un montant moyen de 8 400 €? N'est-ce pas là la preuve d'une activité déguisée? La fraude au système est flagrante, le travail noir quasi systématiquement identifiable
et on laisse courir impunément la dérive. Les concernés ne s'en cachent même plus. Pourquoi le gouvernement n'agit-il pas, alors que la preuve est faite, depuis longtemps, que ce statut ne peut pas s'appliquer à nos professions et qu'il faut exclure le bâtiment du champ d'application? Suffit d'être les boucs émissaires des statistiques du chômage à redorer. Personne n'est dupe. Tout ça ne sont que des emplois précaires et toutes ces personnes, encouragées ainsi à surfer sur le système, en combinant à la fois les seuils de faible déclaration les exonérants de toute charge et à la fois les aides sociales compensatrices, ce ne sont pas des exceptions. La volonté de jouer avec le système est clairement affichée par ces nouveaux entrepreneurs à la petite semaine. Par ailleurs, relancer l'apprentissage, tout comme l'emploi, ne se décrète pas. L'apprentissage se développe dans une branche quand celle-ci a du travail, et ce n'est pas notre cas. Au-delà du coût des aides diverses et variées, prendre un apprenti est un engagement fort pour le chef d'entreprise ou l'artisan, pour 2 ans minimum, ajouté aux contraintes administratives liées à l'embauche d'un jeune mineur. Notre CFA compte aujourd'hui seulement 251 apprentis, plus 80 stagiaires en formation continue, dont 73 préparent un diplôme, soit seulement 324 jeunes en formation diplômante, alors que nous pourrions accueillir près de 650 apprentis. Quelle place pour ces jeunes dans un tel paysage concurrentiel? Quand demain une entreprise à l'agonie aura le choix entre un jeune apprenti qualifié, rémunéré au-delà du SMIC, chargé à 80%, et un travailleur détaché ou un auto-entrepreneur sans obligation, nous leur promettons des chimères, nous leur promettons le chômage. Le bâtiment en a assez d'être le vase d'expansion du chômage, la variable d'ajustement des salariés peu qualifiés. C'est une époque révolue. Nos entreprises et nos salariés doivent aujourd'hui avoir un niveau de formation élevé, sans cesse remis à niveau face aux nouveaux défis. Que ce soit les qualifications des métiers très pointus, les qualifications RGE qui requièrent connaissances et gestes fins de mise en œuvre, ou encore les habilitations électriques, amiantes, les travaux réglementés, les travaux d'accessibilité, l'emploi des nouveaux matériaux. Nous ne sommes pas nécessairement ceux qui embaucheront les chômeurs, même partiellement formés, et nous ne sommes pas disposés non plus à ne former en apprentissage que les élèves en échec scolaire. Nous souhaitons voir orienter chez nous des jeunes et des moins jeunes, par envie, par challenge, par projet de vie, pour des engagements de qualité, durables. Pour le reste, les contrats précaires et les salariés détachés suffiront. Restons mobilisés sur ces combats, ne lâchons rien, ne nous laissons pas imposer une main-d'œuvre que nous n'aurions pas choisie. Que dire également du projet de faire prélever aux entreprises l'impôt à la source? Après l'autoliquidation de la TVA, les entreprises devront peut-être de nouveau se substituer à l'État et se retrouver avec une nouvelle charge de travail supplémentaire. Sans compter les problématiques de confidentialité sur la vie privée de nos salariés, leur placement financier, leur mode de vie, leur patrimoine et j'en passe. Pourrons-nous gérer cela? Nous n'avons ni le temps, ni les compétences dans nos entreprises, ni la volonté de rentrer dans la discrétion de nos salariés. Les effets d'annonce se succèdent et nous laissent souvent perplexes quand elles ne nous laissent pas désabuser. En matière de politique, s'il est bien une crise qui dure depuis 30 ans, c'est celle du logement. Et il convient de s'interroger sur l'exactitude du diagnostic et l'efficacité des politiques proposées. Elles n'ont guère varié en plusieurs décennies. Les gouvernements successifs appliquent les mêmes recettes, des plans de relance, sous forme d'aide publique, subventions, prêts bonifiés, défiscalisation, dont les effets, parfois efficaces quelques mois, sont vite limités par des dérives inflationnistes et dont les mesures sont supprimées au bout de quelques temps pour lourdeur budgétaire, un stop and go néfaste au secteur. En traduction chiffrée, l'année 2015 se solde par une baisse d'activité de 4% sur le logement neuf, avec seulement 345 000 logements mis en chantier et recensés.
Le non résidentiel se dégrade encore, avec un recul de 11,3%. Et l'amélioration entretien est également en baisse de 1,2%, où la casse est limitée du fait d'une moindre progression que prévue de la rénovation énergétique, malgré la mise en place du CITE. Précisément, d'après le baromètre observatoire de la rénovation de l'entretien et de l'amélioration du logement, les travaux liés au CITE sont en baisse de 14,5% sur notre grande région, alors qu'ils progressent sur la face atlantique et sur le front est de la France. De la même manière, toutes les politiques d'aide à l'emploi sous forme d'aide à l'embauche, de contrats aidés, sont des politiques à court terme qui ne font que gonfler les statistiques de manière passagère, en accroissant les contrats précaires, qui finissent presque toujours par se retrouver sur les rangs des demandeurs d'emploi. Les aides ponctuelles ne créent que des contrats ponctuels. Il faut l'entendre et le comprendre. Autant un chef d'entreprise embauchera toujours le profil performant qu'il a repéré et qui convient à ses attentes, sans aucune aide à l'embauche. Autant, pour créer des emplois à qualification modérée, c'est le ratio salaire net et charge qui sera toujours une barrière. Car on oublie souvent que si pour le salarié tout travail mérite salaire, eh bien pour l'employeur, tout salaire mérite travail. En termes de rentabilité et de productivité. Nous ne sommes pas des philanthropes. Nous ne pouvons pas créer le salaire à perte par ce souci de faire baisser le chômage. Les entreprises ont besoin d'avoir un marché d'une part et de gagner de l'argent d'autre part. Bien comme vous le voyez, chers collègues et chers amis, la liste de nos défis et de nos batailles pour 2016 reste longue. Nous devons rester mobilisés sur tous ces sujets préoccupants qui dessineront demain le visage de nos entreprises. Il y a des évolutions nécessaires et salvatrices. Il y en a d'autres qui pourraient sonner le glas de nos sociétés. Loin des enjeux politiques nationaux, européens ou internationaux, les entreprises françaises, les TPE, les PME, les artisans ne doivent pas payer l'addition d'une certaine redistribution des cartes. Notre savoir-faire et nos valeurs doivent être préservés et surtout pas sacrifiés sur l'autel de la concurrence. Ne devenons pas seulement des sous-traitants d'assembliers ou de très grosses entreprises générales où la dimension humaine est parfois reléguée au dernier plan. Il fait bon travailler dans nos PME. Nos compagnons en témoignent chaque jour. Ils souffrent aussi, avec nous, de voir leurs entreprises disparaître et souhaitent voir leur parcours et leurs efforts récompensés sur le long terme. Ne restons pas spectateurs malheureux de ces mutations, certes inévitables, mais où les orientations sont autorisées. Ne nous laissons pas déposséder de notre indépendance, de notre liberté d'entreprendre. La liberté, un mot si souvent prononcé ces derniers mois. La liberté, c'est aussi celle-là, celle de créer, de reprendre, de transmettre des entreprises parfois ancestrales, riches de savoir-faire, celle de créer de l'emploi, qualifié, qui élève les hommes et leur donne leur dignité, la satisfaction d'un travail utile, d'une empreinte laissée dans le marbre qui restera pour les générations à venir. Notre libre arbitre, c'est bien cela, le dernier rempart à notre découragement quand la conjoncture et ses effets s'acharnent sur l'entreprise. Nous le payons cher, parfois très cher, et nous y tenons, et nous nous battrons pour le conserver. Être patron, c'est une vocation, un sacerdoce, auquel nous sacrifions souvent nos familles, nos patrimoines et notre santé. Mais c'est notre choix, notre volonté, notre goût du risque, du défi, qui nous fait nous sentir vivants. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous, malgré tout, une excellente année 2016 pour vos familles, vos amis, la santé, beaucoup de travail, beaucoup d'argent et tout le reste qui va avec. Voilà. Bravo. Pour ceux qui ne courront pas au match de la GIA tout de suite, je vous offre un verre, le verre de l'amitié. À tout de suite.